Mesdames et messieurs, des gamins d'un arbore, mais je vous rassure, je ne vais pas le faire en breton, j'aurais bien du mal. Nous vous avons invité aujourd'hui à participer à un quiz. En effet, à la relecture de notre plaquette, je suis étonné du nombre important de questions que nous avons posées. Et surtout, allons-nous être en mesure d'y répondre? Des façons inédites d'explorer le vivre ensemble pourraient-elles voir le jour? Les modes de pensée des jeunes et leur capacité d'apprendre sont-elles en train de muter? Dans quelle mesure notre profession est-elle concernée par les usages des technologies de l'information et de la communication? Vous retrouverez ces questions dans notre plaquette de présentation, mais apparemment vous avez envie d'y répondre avec nous, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui, demain, après-demain, à participer à ces journées nationales d'études. 3 jours autour de l'ado 2.0 et des enjeux du numérique. Les plus férus nous ont fait remarquer que nous sommes à ce jour loin du 2.0, mais nous savons tous que demain aussi nous en serons encore plus éloignés, et d'autres auraient évoqué la génération Y, et alors encore nous nous rapprochons du Z. Le corps adolescent de l'an passé à Lyon, que nous retrouvons cette année, le doigt agile sur son smartphone, l'œil aiguisé sur son écran, bref, un ado du XXIe siècle, puisque nous sommes tous connectés désormais. Le thème que nous avons choisi d'aborder n'est pas uniquement lié au contexte socio-économique de la Lyon, le Trégor, l'habilité French Tech, mais M. Le Bihan vous expliquera ça encore mieux que moi, et le campus des métiers des qualifications, technologie et usage du numérique de la Lyon. Un écosystème riche que nous visiterons et que nous pourrons interroger également demain matin lors des visites d'entreprise ou de l'espace de réalité augmentée à Sainte-Anne. Donc des ressources particulières sur un territoire et qui viennent interroger nos pratiques, notre profession. Nous avons choisi d'aborder la question sous différents angles et de nous permettre d'entrer dans une réflexion au-delà de ce que voudrait nous imposer la machine et pire, de ce que les algorithmes nous laisseraient supposer fort des renseignements collectés lors de nos recherches. Monsieur Paul Mathias abordera le numérique dans ses dimensions philosophiques et sociales. Cet après-midi, nos intervenants discuteront le numérique et la pédagogie. Nous aurons d'ailleurs une conférence via Skype. Nous aussi, nous nous mettons aux nouvelles technologies, ado 2.0, alors si ça ne marche pas, c'est la catastrophe. Donc, la pédagogie avec une mise en lumière du territoire breton d'innovation pédagogique au travers des espaces collaboratifs dans un paysage contrasté qui n'est pas sans recéler des inégalités. Demain, dès l'aube, avant les ateliers et les visites d'entreprise, et sans oublier le tour du marché, nous aborderons la socialisation des ados 2.0 au travers des réseaux sociaux. Vendredi, place à la fiction, au virtuel, à la place du jeu dans le jeu, du jeu au jeu, et nous dans tout cela. Le jeu vidéo comme matériel analytique, une efficacité symbolique, et Minecraft permettant la construction de mondes à travers des combinaisons d'objets, répare par les déploiements de la pensée fluide ce que l'école a malmené par une survalorisation de leur passé cristallisé. C'est pas de moi. C'est le magazine Psychologie de juin 2017, là, et c'était un article fort intéressant. Enfin, nous aborderons la question des neurosciences avec cette question pour les psychologues de l'éducation nationale. Les neurosciences représentent-elles, au stade où on est la recherche aujourd'hui, une ressource pertinente favorisant une meilleure compréhension des divers facteurs concourant au développement et à l'épanouissement social, affectif d'un jeune. Et nous bouclerons ainsi nos 3 jours, puisque la science d'aujourd'hui, psychologie du développement, neurosciences cognitives, alimente la pédagogie. Nous accueillerons également des jeunes chercheurs qui nous présenteront leurs travaux et nous leur remettrons vendredi le prix de la vocation scientifique. Je conseille rapidement le portrait le planning de ces 3 jours. Le commissaire général de ces journées, nous avons le plaisir de vous accueillir. C'est un nous de groupe qui a travaillé depuis plus d'1 an à la mise en œuvre de ces journées. Carole, Régine, Nathalie, Swazik, Agnès, Sophie, Christine, Claudine, qui ont le mauvais goût de m'appeler Charlie. Sans oublier le bureau de l'association. Nous remercions également Madame le recteur qui a autorisé la participation sur temps de travail, a mis à disposition le service de reprographie, a engagé les services de l'UNICEF, Marie-Arlette Kerberlu est parmi nous, dans l'aventure, relais au niveau national par l'UNICEF et la présence de notre Xandio aussi ce matin, M. Richard.
Le maire de Lannion, M. Le Guillon, ici présent, le service culturel, M. Pedron, Ludo et Michel, que vous voyez s'affairer, Michel ce matin, Ludo plus tard, dans la salle. Lannion Trégor Communauté, M. Lejeune, Mesdames le maire et Stéphane qui ont orchestré les visites d'entreprise pour demain, les jeunes du lycée Bossuet de seconde commercialisation service restauration qui officient au café. Et enfin, un extrait de la riposte de Philippe Mérieux qui vient de paraître et qui nous laisse à penser que le thème est fort d'actualité. Je m'inquiète de la totémisation des technologies dont l'usage incontrôlé nous enferme dans l'immédiateté, paralyse la pensée et prépare l'avènement de ce que Gilles Deleuze nommait dès 1990 les sociétés de contrôle. Gageons que par notre engagement, notre réflexion, nous saurons nous en prémunir et que l'ADO 2.0 sera en mesure de connaître les implications du champ des possibles qu'il souhaite cultiver. Je vous remercie d'être venu si nombreux. Bien, merci. Bonjour à vous tous. Je suis heureux de vous accueillir à Lannion, petite ville qui a plus grande. En tant que maire de Lannion, je vous en parlerai peut-être un peu plus ce soir de la ville de Lannion. Et par contre, en tant que vice-président de Lannion Trégor Communauté, donc j'excuse le président, Joël Lejeune, qui ne peut pas être là ce matin, et qui m'a demandé de le représenter sur l'aspect un peu économique ou numérique de notre territoire et de notre écosystème lagnonnais. Donc vous avez la chance d'être accueillis dans un laboratoire technologique, grandeur nature, où les adolescents sont nés au cœur d'un environnement numérique. Notre territoire bénéficie d'une filière numérique structurée et dynamique, toujours prête à saisir les opportunités du futur. En effet, nous bénéficions d'un écosystème d'exception, rassemblant de grands noms tels qu'Orange, Nokia, Ericsson, Open ou Ekapaos, auxquels s'ajoutent quelques 230 PME, soit au total près de 3000 emplois numériques sur notre plateau. Donc la présence du siège du pôle de compétitivité mondiale images et réseaux et de l'Institut de recherche technologique BICOM vient conforter notre image d'agglomération pionnière dans le domaine des télécommunications. Et donc cet écosystème était encore il y a quelques temps, c'était juste avant l'été, salué par Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, qui est venu à Lyon et qui considérait qu'il était intéressant sur Lyon. Ce qui était intéressant, c'était l'hyper-innovation. Le niveau d'expertise qu'on a ici, c'est un niveau de qualité mondiale. Selon lui, il n'existe pas d'autre endroit en France où on a une recherche aussi avancée sur la question. Et donc cette dynamique d'ensemble de tous les partenaires a concouru largement à l'obtention de 2 labels tout récemment, le label French Tech en 2015 et son réseau thématique Internet des objets, donc, qui est décerné au territoire bénéficiant de start-up dynamiques et prometteuses. Donc ça s'appelle le French Tech, étant où Lannion est associé avec Brest, Morlaix et Quimper. Et puis en 2016, un autre label, le label Campus des métiers et des qualifications, qui est baptisé Métiers et usages numériques, donc décerné par le ministère de l'Éducation. Donc sur notre territoire, les acteurs thématiques, académiques, institutionnels et économiques portent une attention toute particulière à la définition des compétences qui sont indispensables aux transformations numériques en cours. Afin de faire un parallèle entre les éclairages théoriques et les pratiques du terrain, donc des rencontres ont été programmées, comme vous disiez tout à l'heure, auprès d'entreprises. Alors je tiens particulièrement à remercier ces entreprises qui nous accueillent, donc notamment Orange, alors qui est dans, j'ai envie de dire, c'est une entreprise emblématique de Lannion, puisque si Lannion existe aujourd'hui, c'est parce que dans les années 60, Bechtel d'abord, et puis ensuite, Bechtel est devenu France Télécom puis Orange, s'est implanté, et c'est ce qui a boosté en fait la ville de Lannion dans les années 60, donc il y a un peu plus de 50-60 ans. Voxygène, une entreprise qui est spécialisée dans la création de boîtes de synthèse. AIMD et AIMI, qui sont donc une entreprise spécialisée dans la transformation et l'assemblage des métaux plats et tubes en tôle et film. Alors il n'y a pas que l'électronique, on a aussi une distillerie Varingel, qui est, vous verrez, leader dans son métier de fabrication de whisky, notamment un whisky de Lannion qui date il y a maintenant très longtemps, et qui s'est bonifié au fil des âges.
Fletcher Electronics, une entreprise qui conçoit des cartes électroniques, et puis Bretagne Huître, puisqu'on est aussi un territoire où on aime bien manger et bien boire, bien sûr. Bretagne Huître, donc une société qui vous ouvrira ses portes sur Tourrescan. Sur notre territoire, nous avons décidé d'être proactifs dans le renforcement des compétences en proposant aux étudiants des formations adaptées aux évolutions du numérique. Il s'agit de développer auprès des 1900 étudiants que l'on accueille sur l'Agnon notre véritable culture numérique. En matière d'enseignement supérieur, un lien très fort existe au sein de l'écosystème lyonnais entre l'agglomération, les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises, les technopoles Anticipa, et puis le pôle image et réseau et des laboratoires de recherche. Donc ce sont des formations qui sont très largement orientées vers les métiers en tension, donc du bac pro système numérique au diplôme d'ingénieur, de l'alternance à l'apprentissage, en passant par la formation continue. Notre volonté commune à tous les partenaires du territoire est d'adapter les formations dispensées sur le territoire à la sphère du numérique. Donc ainsi, depuis décembre 2018, donc tout récemment, le lycée Salina de Trillier vient d'offrir un diplôme de niveau Bac+3, donc il y a un diplôme national de métier d'art et de design, donc qui prépare les étudiants à une insertion professionnelle en direct en tant qu'infographiste ou designer. Et puis en 2020, l'unité de l'ANO ouvrira également un département MMI, métier du multimédia et de l'Internet, qui va permettre de développer des techniciens supérieurs de demain dans les domaines de la création de multimédia, du développement web et des technologies numériques. Et donc chaque année, notre communauté intervient sur de nombreux volets au soutien de l'enseignement supérieur. Donc ainsi, on va s'engager pour plus de 1,9 million d'euros entre 2015 et 2020 au service de l'enseignement et de la recherche, donc par des investissements importants dans le domaine immobilier, bien sûr, mais aussi en équipement de recherche dans le cadre du contrat de plan État-région. Et donc dans le cadre de ce contrat de plan État-région, c'est 11 millions d'euros qui vont être investis sur le territoire pour la période 2015-2020. Et puis par ailleurs, en partenariat avec le conseil départemental 22, l'agglomération porte également un soutien majeur auprès des 3 principaux établissements d'enseignement supérieur du territoire, donc qui sont l'IUT, l'ENSAT, le lycée PDG d'Antec. Et donc nos collectivités, FTC et puis le département, apportent conjointement 100 000 euros par an et par établissement pour soutenir les équipements pédagogiques. Et donc, au-delà de ces éducations sociétales en cours, l'agglomération participe également chaque année à une série d'initiatives collectives ou étudiantines visant un bel équilibre entre l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, comme vous le voyez à travers mes propos, les jeunes générations sont au cœur des réflexions et actions que nous menons pour le rayonnement de l'attractivité de notre territoire. Donc, je voulais également féliciter l'équipe organisatrice pour la qualité du programme qui vous est proposé. Je vous encourage aussi vivement à profiter de votre séjour pour découvrir notre destination touristique. Et donc je vous souhaite, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une journée d'études constructives et prometteuses. Et je reviendrai donc ce soir pour vous en dire un peu plus sur la vie. Merci. Alors, premier essai de technologie, le discours de Madame le recteur, Madame le Bellec-Muller, en direct. Mesdames et messieurs, vous êtes 270 aujourd'hui à être dans cette très belle salle des Ursulines de Lannion. Lannion, une terre d'accueil, une terre foisonnante pour les tech et pour le numérique en général. Je suis très heureuse de pouvoir recevoir cette réunion de l'association des psychologues de l'éducation nationale, éducation, développement, orientation, cette association des psychologues de l'éducation nationale du second degré. Alors, je dois vous féliciter d'abord d'avoir choisi de venir à Lannion, et Monsieur le maire ici présent ne me contredira pas, tant évidemment aussi c'est une très belle terre et en même temps une terre que l'on conquiert, puisque vous êtes dans une situation peut-être d'un point de vue des trajets un peu moins aisée que celle qui vous a réuni l'an dernier dans la session 2017 à Lyon. Vous êtes très nombreux, je l'ai dit tout à l'heure, je suis très satisfaite de vous recevoir en région académique Bretagne.
Je vous souhaite évidemment la bienvenue à vous toutes et à vous tous, les psychologues de l'éducation nationale, mais aussi aux universitaires, aux 2 inspecteurs généraux qui seront ici pour vous accompagner votre réflexion tout au long de ces 3 journées. Évidemment, je suis très heureuse de savoir que notre directeur national de l'ONICEP pourra aussi participer à ces débats. Très heureuse évidemment que Monsieur le maire de Lannion, qui est aussi vice-président de Lannion Trégor Communauté, nous reçoive et de si belle manière, comme je le disais tout à l'heure, dans ce territoire d'excellence pour le numérique, mais je pense qu'il nous dira ô combien c'est une terre d'élection de la French Tech et pour sa dynamique. Nous avons un campus des métiers et des qualifications dans le domaine numérique à Lannion. Et puis bien sûr remercier tous les institutionnels qui sont présents aujourd'hui avec vous, le conseil départemental des Côtes d'Armor, mais aussi l'ONICEP, je l'ai dit tout à l'heure, l'ESPE de Bretagne, l'Université de Rennes 2, tous les partenaires privés qui se mobiliseront, et puis bien sûr, comme je le disais, nos 2 inspecteurs généraux. Je voudrais m'arrêter un instant pour les remercier vraiment très très chaleureusement. Le comité d'organisation de ce colloque, de ces 3 journées, pour le travail remarquable qui a été réalisé, Monsieur Gruyec et toute l'équipe des psychologues de l'éducation nationale qui se sont mobilisés, Sophie De Vries, Nathalie Dupuis, Agnès Goharin, Régine Pouillade, Soisig Vallée et puis Carole Verdier. Je pense que ça valait le coup que je passe un petit moment pour les remercier chacune et chacun. Alors ce sont des très très belles journées qui évidemment tournent autour d'un thème alors qui est cher évidemment à toute l'éducation nationale, puisqu'il s'agit de parler des enjeux du numérique à propos de cette génération 2.0 dont on voit bien au fond pour l'éducation nationale que cela constitue un enjeu particulièrement fort parce que ça croise absolument toutes nos missions, que ce soit la mission de transmission d'un savoir éprouvé pour former les femmes, les hommes, des femmes et des hommes éclairés, et on le voit bien dans une société où les fake news parfois, ou le mensonge peuvent tenir lieu d'information. C'est aussi une éducation à la citoyenneté. On voit bien que dans ce nouvel environnement, cette société du XXIe siècle, on demande plus de participation, on demande plus de construction et de participation collective, de mise en place de communautés qui échangent. Et puis bien sûr, celle d'une éducation au choix d'orientation, je souhaitais quand même le rappeler ici, puisque c'est un enjeu central aussi que nous portons avec les psychologues de l'éducation nationale, une éducation au choix d'orientation qui nécessite qu'on se connaisse bien soi-même et qu'on ait une idée globalement des compétences, de ses atouts, de ses envies qui permettent de se projeter dans des chemins, dans des parcours de formation ou vers des champs d'activité professionnelle qui peuvent nous correspondre. On voit bien que ce sujet, ces enjeux autour du numérique vont nécessiter aussi de questionner cet environnement du XXIe siècle qui est celui de toute notre jeunesse, cet environnement qui est à la fois un environnement social augmenté dans lequel tous les espaces, l'espace préventiel et en même temps le cyberespace vont se côtoyer, se multiplier à l'infini, se croiser, et en même temps aussi cette, je dirais, habitude qu'ont tous ces jeunes de la génération 2.0 d'avoir un recours massif au forum de discussion. Et vous savez très bien que pour nos jeunes, y compris les plus jeunes, à partir de 13 ans, nos élèves accordent autant de valeur à ces forums de discussion qu'à la parole des professionnels, ce que j'appelle un petit peu les sachants, ceux qui sont dépositaires d'un savoir et d'un savoir éprouvé. Donc nos missions, on le voit bien, doivent être pensées dans ce nouveau contexte de profonde transformation, à la fois du rapport au savoir, mais en même temps aussi de production, de diffusion et de consommation de l'information. Il y a une très très belle enquête qui a été publiée au mois de juillet 2018, qui est une enquête issue du ministère de la Culture,
et qui étudiait les pratiques des 15-35 ans, et en particulier de leur comportement vis-à-vis des médias, vis-à-vis de l'Internet. Et cette enquête montrait notamment que nos jeunes, y compris les plus jeunes, étaient suréquipés en écrans connectés, et en tout cas bien plus que l'ensemble de la population, à 90%. Hein. Et qu'en même temps, ils utilisaient de manière massive l'Internet, quelle que soit la modalité, à 97%. Et dans cette dynamique, près de 34% de nos jeunes 15-34 ans ne recourent qu'aux réseaux sociaux et à Internet pour pouvoir avoir accès à une information sur l'actualité. Alors, ils sont à la fois friands d'actualité, y compris au niveau international, mais on voit que dans leur manière, je dirais, d'accéder à cette actualité, ils préfèrent les moteurs de recherche, ils préfèrent les réseaux sociaux, plutôt que de passer, je dirais, par les médias plus habituels. Ce qui veut bien dire aujourd'hui aussi, et si on regarde un dernier peut-être résultat de cette enquête que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est que parmi ces jeunes, celles et ceux qui ont eu des séquences d'éducation aux médias et à l'information sont des jeunes qui ont plus propension que les autres à aller vérifier l'information. Donc on voit bien à travers cette enquête que la question de l'éducation aux médias et à l'information est un sujet particulièrement important, et que dans le même temps, lorsqu'on est éduqué, eh bien on sait faire peut-être sans doute plus facilement la part des choses entre de la donnée qui est présente sur Internet, de l'information parce qu'on a levé les ambiguïtés vis-à-vis de cette donnée, qu'on est allé vérifier les sources, qu'on a fait fonctionner son esprit critique, et le savoir qui devient à un moment donné une connaissance que l'on maîtrise et qui nous permettent d'agir sur le monde réel des objets, et puis en interaction avec, je dirais, d'autres personnes. Il me semble important, peut-être par rapport à ces 3 journées aussi, de rappeler que sans doute un des enjeux de notre système éducatif, et nos 2 ministres, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, se sont mobilisés pour qu'aujourd'hui, dans le cadre de la construction des compétences numériques de l'école primaire à l'université, nous puissions disposer d'un cadre de référence qui a été construit en s'inspirant du cadre européen et qui permet, à travers une plateforme qui s'appelle PIX, de pouvoir permettre à nos élèves, et nous aurons pendant cette année 2018-2019 avec les collèges et les lycées volontaires, toute une cohorte de jeunes de 3e et de lycéens qui pourront se connecter sur cette plateforme de sorte à pouvoir relever le défi de la certification et relever le défi des niveaux de maîtrise des compétences numériques. On le voit dans cette perspective, dans ces enjeux liés au numérique pour notre école, nous avons une responsabilité profonde qui est celle de préparer chaque élève aux enjeux d'un monde connecté, un monde qui est en transformation permanente, et de leur permettre de développer leur niveau de compétences numériques pour leur permettre évidemment d'en exploiter au mieux les opportunités de ce monde connecté, de ce monde en mutation. Et pour cela, il est important qu'on puisse les conduire à avoir des usages qui soient mieux maîtrisés, qui soient plus autonomes, et puis bien sûr des usages qui soient plus réfléchis. Dans l'Académie de Rennes, dans cette région académique Bretagne, nous avons relevé ce défi avec le Conseil régional de Bretagne, avec les 4 départements, avec les villes de Brest, de Lannion, de Lorient et de Rennes, de sorte à pouvoir avoir une ambition commune, qui est à la fois, bien sûr, de développer chez tous les élèves cette culture commune, qui leur permettent de s'approprier les usages et les services du numérique éducatif, et puis dans une perspective évidemment d'usage tout au long de la vie,
et en même temps aussi de garantir ce que j'appelle la cohésion sociale, la cohésion territoriale, c'est-à-dire en développant une approche qui offre les mêmes droits et les mêmes services, les mêmes ressources, quel que soit l'endroit du territoire où on peut se situer. Donc ce sont des enjeux à la fois avec les familles, les élèves, les enseignants. C'est à travers un ENT pouvoir, dans une démarche participative, maîtriser ces services et ces ressources numériques pédagogiques de qualité. C'est aussi évidemment penser autrement les apprentissages, penser de nouveaux modes d'apprentissage plus interactifs, plus en interaction sociale, c'est penser de nouvelles modalités pédagogiques. Et puis bien sûr, c'est amener dans une dynamique territoriale l'ensemble des territoires dans une dynamique de résorption de la fracture d'usage numérique et puis à des fins de favoriser évidemment l'égalité des chances en matière d'usage responsable et pertinent de ces services et de ces ressources numériques. Nous avons un très beau projet qui s'appelle Interactic dans la région académique Bretagne, qui a pour objet d'installer d'ici à 2020 un laboratoire territorial à ciel ouvert qui permette évidemment une dynamique de formation sur l'appropriation de cette culture numérique par tous, pour tous, à l'échelle de l'ensemble des territoires. Pour ce faire, nous aurons un projet de Live-in Lab interactif qui permet à la fois d'identifier des lieux d'échange et de formation, je dirais des territoires apprenants, en associant 3 briques très importantes qui s'alimentent les unes les autres, à la fois 4 coopératives numériques disséminées dans chaque département pour avoir des réseaux départementaux d'incubation pédagogique numérique, un service de mise en ligne en réseau des initiatives éducatives locales, et puis 2 grands projets de recherche dans le cadre des PIA, notamment dans la dynamique IFRAN, mais je sais que M. Vincent, cet après-midi, le DAN de l'Académie, pourra vous expliquer au mieux cette dynamique locale. Donc 3 belles journées dans lesquelles vous aurez des éclairages très précieux sur la place et les enjeux du numérique. J'espère bien qu'il y aura des actes et qu'on pourra s'approprier tous ces échanges, d'autant que vous avez pensé les ateliers, les conférences, les tables rondes pour pouvoir croiser des regards. C'est tout un ensemble de disciplines, à la fois de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie. Les sciences juridiques sont convoquées, les sciences de l'éducation, les neurosciences, les sciences collectives. Et en même temps, vous aurez aussi ce croisement de regards avec des experts scientifiques, des chercheurs, mais en même temps aussi des éditeurs, des entreprises dans le domaine du numérique, et puis des témoignages liés aux expériences de terrain qui sont confirmés et qui ont été formalisés. Je ne doute pas que cette grande richesse sera au service de nouvelles pistes de recherche nouvelles, seront au service d'une meilleure appréhension de cet environnement, une meilleure mobilisation de notre système éducatif pour prendre en compte cette nouvelle génération, ces nouvelles manières d'apprendre, ces nouvelles manières d'enseigner. Bien entendu, je sais aussi que vous allez avoir du côté de la recherche une belle opération, puisque l'association des psychologues de l'éducation nationale, ACOPF, a créé un prix qui est celui de la vocation scientifique, et vous aurez à récompenser la présentation de jeunes chercheurs que vous aurez considéré comme la plus stimulante dans le cadre de votre exercice professionnel. Je conclurai en citant une phrase de Mérieux dans l'école Le numérique et la société qui vient en 2012. Imaginez qu'Internet ouvre la porte au savoir, c'est ignorer ce qu'est le savoir. Ignorer qu'il n'est de savoir que porté par une exigence de rigueur, de justesse, de vérité. Exigence qui se forge précisément dans le rapport au savoir médiatisé par le professeur. Donc on voit bien aujourd'hui que dans cette société qui rebat profondément le rapport au savoir, ce n'est pas moins de professeurs dont on a besoin, mais une interaction entre des apprentissages conduits différemment et des modalités
pédagogique d'enseignement nouvelle. Je vous remercie pour ces 3 très belles journées, pour le choix de la région académique Bretagne et le choix de Lannion. Et je vous dis bien sûr à très vite et excellente 67e journée nationale d'études de cette belle association, Madame la Présidente de la COP France. À très bientôt. Merci, monsieur. Oui. C'est à moi. Bonjour. Donc, on se retrouve ici, à Lannion, après une année très connectée. Donc, je voulais bien sûr, en préambule, remercier Madame la recteure, qui effectivement a été très très facilitante pour l'organisation de ces journées d'études, remercier tous les institutionnels et remercier vraiment très 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 fort. Alors il est parti, il est parti, j'ai pas vu. Parce qu'il avait rendez-vous avec Madame le sous-préfet. Les représentants de la municipalité, de la communauté de communes. Quand on a dit qu'on faisait les journées d'études à Lannion, c'est sûr qu'après Lyon, beaucoup de gens me disaient Lannion, mais pourquoi Lannion? Et encore, c'était des gens qui n'avaient pas encore regardé sur une carte. Alors, pourquoi Lannion? Je pense que vous qui êtes ici, vous êtes en train de commencer à comprendre pourquoi Lannion. C'est-à-dire que le choix que nous avons fait en tant qu'association, il a été à la fois le choix d'un projet porté par une équipe sur un thème qui nous paraissait intéressant, important. Et ensuite, un questionnement que l'on a qui traverse l'association qui est qu'est-ce que ça veut dire de faire des congrès dans une grande ville où finalement ce sont des grandes villes qui ont des 36 000 congrès dans l'année où a priori ni le tissu économique ni la ville n'a finalement il n'y a pas de voilà, c'est pas des villes qui sont en attente, qui n'ont pas besoin plus que ça de recevoir un congrès de plus. Et je pense que par rapport à l'état d'esprit que l'on porte et les valeurs que l'on porte à la COF, faire un congrès dans une ville plus moyenne, où du coup ça permet de découvrir un territoire, où quelque part ça anime aussi le territoire, c'est-à-dire que vous le découvrez, il n'est pas facile à découvrir si on ne s'y emmène pas. C'est un choix que nous allons faire plus fréquemment. On l'avait déjà fait à Albi, on l'avait fait dans d'autres villes, mais vraiment ce contraste entre une grande ville où c'est vrai, il y a du décorum, il y a, on était dans un amphi très prestigieux l'année dernière, et une salle des fêtes. Enfin, moi, une salle des fêtes, ça me touche au cœur. Je trouve ça, depuis tout à l'heure, j'y pensais en même temps qu'on parlait du numérique, de cette dématérialisation, de tout ça, et je me disais, mais on est dans une salle des fêtes. C'est super. C'est-à-dire que les salles des fêtes, on a besoin qu'elles existent et qu'elles soient là. Et elles nous proposent ça, la polyvalence. C'est une salle où les gens dansent, c'est déjà une salle où des gens font la fête, où ils parlent, où ils échangent, où ils vivent des choses, où ils vivent des coups de cœur, des rencontres. Voilà, on peut imaginer que le nombre de choses qui s'est passé dans cette salle, donc c'était... je pense que du coup vous le ressentez quand je le dis, ça touche finalement, et c'est presque plus touchant, moi je trouve, d'être là que dans le grand amphi prestigieux de Lyon. Bon, c'était très bien, Dominique Lélaverne, on la remercie encore, et toute l'équipe de Lyon, mais il y a autre chose qui se passe dans un cadre comme ça, et je trouve que le contraste avec le thème est vraiment intéressant et nous donne aussi à penser. Je me suis embarquée dans mes remerciements. Je voulais aussi remercier plusieurs représentants d'associations et d'autres organisations qui sont parmi nous. Donc parmi nous, il y a la secrétaire générale de la Société française de psychologie, dont nous sommes une organisation associée. Il y a la représentante de la commission éducation, une des représentantes de la commission éducation de la FFPP, la Fédération française des psychologues et de psychologie. Il y a
on m'a dit, la vice-présidente de l'AFPEN, l'Association française des psychologues de l'éducation. Ah voilà, je t'avais pas vu. L'Association française des psychologues de l'éducation nationale qui interviennent dans le premier degré. Il y a aussi la représentante du collectif psychologue du SNUIPP FSU. Voilà pour les gens que vous pourrez côtoyer qui sont venus ce matin participer à nos travaux. Sur le thème, ce que j'avais envie de dire, alors je ne vais pas être très longue parce que sinon je vais m'embarquer, j'ai lu beaucoup de choses par rapport au numérique, tout ça, et il ne faudrait pas faire le congrès avant que nos intervenants en parlent. Mais vous savez bien, j'aime bien illustrer mon propos parce que je trouve que ça donne aussi à penser les illustrations. Mais c'est vrai que j'ai vu des collègues, quand ils sont arrivés dans la salle, se préoccuper par exemple de est-ce qu'il y a de la Wi-Fi. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que de plus en plus, dans plein de lieux, les gens vont demander s'il y a de l'eau. Bon, ils ne se posent pas la question de l'air, mais peut-être qu'un jour il faudra se poser la question de l'air. C'est est-ce qu'il y a de la Wi-Fi? Et est-ce qu'il y a un code? Qui a le code de la Wi-Fi? Et parfois il n'y a pas de code. Et là, on se dit, ah, super, il n'y a pas de code, il y a de la Wi-Fi, il n'y a pas de code. Et on se connecte. Sauf qu'on se connecte, on va mettre son adresse email, on va aller sur des sites, on va se promener. Et sauf que tout ça, qui est libre, n'est pas libre. Puisque la marchandise, c'est tout ce qui va circuler. Je vais très vite. Il y a ce fameux mot de ce qu'on appelle le big data. C'est-à-dire que lorsque c'est libre, c'est vous que vous vendez, ça, vous le savez, hein, c'est une conscience à avoir. Ce matin, il y avait à la radio, j'entendais rapidement, il était dit qu'en ce moment, à Shanghai, étaient rassemblés tout un tas de décideurs d'entreprises, et ils étaient penchés sur la société numérique de demain et l'intelligence artificielle. Et le journaliste mettait en avant que l'intelligence artificielle, ça repose sur le big data. C'est-à-dire que ce big data, cette intelligence artificielle, qui va nous proposer plein de choses, qui nous propose plein de choses, elle a besoin de s'alimenter, elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de se nourrir de données, de toutes nos données. Et actuellement, il soulevait la question qu'en Chine, il y a une dérégulation, il n'y a pas de régulation du tout sur la captation des données et leur traitement, et que la Chine, avec la population qu'elle avait, constituait un vivier de big data qui était fabuleux. Alors je ne m'éloigne pas de mon sujet, c'est-à-dire que si on revient à ce qui nous préoccupe, nos adolescents 2.0, qui souvent sont des mineurs, alors je vais faire un mauvais jeu de mots, mais voilà, qui souvent sont des mineurs, c'est une mine de données pour le big data. Je pense qu'on n'en a pas toujours conscience. Et la question que je me pose par rapport à ce sujet, c'est à quel point l'école est consciente ou pas des garde-fous qu'elle met à l'utilisation dans l'école et dans les interfaces qu'elle peut proposer, ou d'apprentissage, ou de divers supports, plateformes, etc., pour que nos adolescents mineurs ne constituent pas une mine pour les données de big data. Voilà. Parce qu'on voit bien que les adolescents, on leur demande de se connecter, de mettre une adresse, etc., etc. À partir du moment où il y a du service, ils se disent OK. Et ils ont l'impression que ça marche. Sauf qu'un exemple récent nous a montré que ce n'était pas forcément en toute connaissance. Vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé, on revient à Lyon, ce qui s'est passé dans la région lyonnaise, où les étudiants, les lycéens, ont eu la surprise de recevoir, au moment de la rentrée, un message sur leur téléphone portable du président de région qui leur souhaitait une bonne rentrée. Bon, on peut se dire c'est sympathique, pourquoi pas. Sauf que, normalement, dans les conditions d'utilisation, donc les jeunes avaient accès à une sorte de passe qui leur permettait d'accéder à un ensemble de services, mais que leurs données ne devaient en échange n'être utilisées que justement pour avoir connaissance de bons plans, recevoir des informations sur des bons plans ou des informations à caractère nécessaire, officiel.
Questionnons-nous, est-ce que le fait de recevoir un message du président de la région qui vous souhaite une bonne rentrée est un bon plan? Je ne sais pas. Est-ce qu'il respecte les conditions d'utilisation du contrat qui le liait dans le fait d'avoir fourni cette interface? C'est une toute petite dérive, il n'y a rien de malveillant, mais on peut se questionner. On voit très bien que très vite, des données captées peuvent servir à un autre usage que celui pour lequel le consentement plus ou moins réfléchi, je pense que vous avez beaucoup de jeunes, mais peut-être vous-même, puisque vous voulez le service, très vite vous cochez des cases et vous dites oui, puis vous ne regardez pas que oui, l'application va avoir accès à vos photos, oui, l'application va avoir accès à vos numéros de téléphone, oui, l'application va avoir accès à votre carnet d'adresse email, et vous dites oui, pour avoir très vite l'application. Donc, cette question, je la pose en lien à l'école, parce qu'elle paraît importante. Et par rapport à ce big data, ce qui peut peut-être nous rassurer, c'est que des chercheurs sur ce thème, et notamment, apparemment, j'ai lu dans une interview que Cédric Villani lui-même aurait dit, c'est que le big data, pour l'instant, n'a pas le sens commun. C'est-à-dire qu'il ne sait pas forcément très bien comprendre les allants de soi, les implicites, et des fois, il ne s'y retrouve pas. Alors, quand vous lirez la Gazette, j'ai donné un exemple, je ne vais pas vous le reciter ici, je vous invite à le lire, mais pour l'instant, il lui manque le sens commun. Alors, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que finalement, le sens commun, c'est ce qu'on partage entre nous. C'est ce qui fait qu'entre humains, quand on communique, nous on se comprend parce que c'est implicite, on peut le comprendre. Alors des fois on ne comprend pas toujours, il peut y avoir des désaccords, des mésententes, mais en général on le comprend. Et pourquoi je dérive vers cette histoire de sens commun? C'est parce que je pense que si je fais le lien avec ce qui nous est arrivé cette année, il a fallu beaucoup qu'on se comprenne, qu'on s'entende et qu'on échange pour tenir. J'avais proposé l'année dernière, quand on était à Lyon, qu'on se retrouve dans un an pour dire ce que la création du corps de psychologue de l'éducation nationale allait nous faire, comment ça allait se passer, parce que beaucoup de collègues se posaient des questions. Je pense que nous n'avons pas eu le temps de beaucoup y réfléchir. Il nous est arrivé beaucoup d'autres choses. Et il nous est arrivé des choses très étranges, mais je trouve en même temps très intéressantes. Déjà, je pense que même au niveau de l'institution, même au niveau du ministère, les différentes personnes se sont rendues compte qu'on était une profession très connectée finalement. Pour ceux qui n'auraient pas une vision d'ensemble, on a eu, je pense même qu'on a dépassé la centaine d'articles dans les journaux, d'interventions radio, télé, voilà, vous avez été très très présents. Tous, toutes, sur les médias et sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ce qui a été un peu questionnant, tout à l'heure, Madame le recteur parlait des adolescents qui communiquent plus et qui s'informent plus via les réseaux sociaux, c'est que peut-être, ne le savez-vous pas, mais des collègues qui sont sur un groupe, finalement un groupe social Facebook qui rassemble des psychologues de l'éducation nationale, par rapport à ce qui arrivait et ce qui était fait des annonces ministérielles sur les fermetures de CIO, sur ce qu'allait devenir les psy-UN du second degré, etc., on fait régulièrement des... comment dire ça c'est pas des attaques, parce que ça serait péjoratif, on fait des opérations d'envahissement de la page ministérielle. On va dire comme ça. Dans le respect des choses polies, réfléchies, argumentées. Et ce qui m'interroge beaucoup, c'est que pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais ceux qui ont suivi savent de quoi je parle, c'est qu'on a obtenu, je dis on parce que, bon, de toute façon, j'interviens sur les réseaux sociaux avec mon nom, je ne suis pas sous un pseudo, donc certains le savent. On a obtenu une réponse structurée, construite du ministère, bien avant sur les réseaux sociaux que dans les audiences ministérielles
et dans les entrevues avec conseillère sociale du ministre, directeur de cabinet, etc. Ça nous a, je dis nous, parce que voilà, donc si vous n'étiez pas au courant, il faut savoir qu'il y a eu des choses écrites en réponse par le webmaster du ministre sur la page Facebook à nos questions qui étaient plus structurées et plus précises que ce que les organisations, qu'elles soient associatives ou syndicales, obtenaient quand elles allaient en rendez-vous au ministère. Ça pose des questions. Parce que finalement, donc, si on pense que nos adolescents, de toute façon, utilisent plus les réseaux sociaux, mais qu'on s'interroge sur le fait que c'est vraiment pertinent, quel genre d'informations circulent, actuellement, on a un ministère qui, lui-même, communique plus par les réseaux sociaux. Donc, ça a été le cas sur la situation des CIU et le devenir des psychologues de l'éducation nationale du second degré. Mais ça a été aussi le cas, personne n'en a parlé jusqu'à présent, de Parcoursup. C'est-à-dire que Parcoursup, en tant que plateforme qui promettait, qui a promis, et peut-être qu'il continuera de promettre aux jeunes quelque chose de plus simple, plus juste, ah non, dans l'ordre c'est plus simple, plus transparent, plus juste. La promesse était forte, la promesse était intéressante. Je pense qu'en 30 ans de professionnel, on a bien vu que par contre, le plus simple, on se questionnait à chaque étape. Le plus transparent, l'information arrivant au compte-gouttes et au fur et à mesure, on s'interrogeait aussi. Le plus juste, le bilan reste à faire. Et donc cette société de plateforme, de la même manière, je voudrais donner une clé à ceux qui ne l'ont pas. Certains collègues se sont interrogés, mais comment ça se fait qu'on a l'impression qu'on apprend les choses au compte-gouttes comme ça, que les choses, elles ont l'air de changer et qu'on n'a pas toute l'info. Et certains collègues, un peu plus férus d'informatique et de méthode, nous ont répondu, ça s'appelle les méthodes agiles. Ah, c'est de l'agilité. C'est-à-dire que les méthodes agiles, je vais vous décrire ce que c'est. En fait, c'est issu de l'informatique et de la programmation. Ça a maintenant infiltré les méthodes de management. L'idée, alors peut-être que je caricature, hein, mais c'est ce que j'en ai compris avec la façon dont je suis capable de réfléchir. C'est finalement pas besoin de construire un objet fini, réfléchi, entièrement conçu dès le départ, puisque de toute façon il va y avoir des erreurs, il va y avoir des bugs. On construit quelque chose à minima, et en fonction de ce que l'on rencontre comme question, comme besoin, comme données, on adapte et on enrichit et on transforme. C'est sûr que c'est de l'agilité. Le nom me paraît juste. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en matière d'interface qui gère des jeunes qui sont en fait de construire un parcours d'avenir, un parcours scolaire, un parcours d'orientation, l'agilité est forcément la donnée de ces nouveaux parcours et de ces nouvelles façons de se projeter dans l'avenir, ou est-ce qu'on est plutôt sur d'autres données qui sont le droit et le respect du droit à l'information des familles et des élèves et le fait que toutes les données leur sont données au départ quand ils construisent. C'est une question, je le laisse en question et en ouverture. Et cette agilité, il faut savoir qu'au départ, elle a été proposée et créée dans le milieu informatique comme une solution, ce qu'on appelle des solutions clients, c'est-à-dire on crée quelque chose pour répondre aux besoins du client. Donc là, d'une certaine manière, je pense que les informaticiens étaient en fait de répondre aux problèmes qu'avait le ministère. Mais la solution n'était pas une réponse aux problèmes qu'avaient les élèves de se projeter dans un parcours d'études supérieures. Par contre, peut-être que ça a réglé le problème que le ministère pensait avoir, lui, sur la gestion des élèves et leur entrée dans l'enseignement supérieur. Vous voyez le déplacement, comment quelque chose qui est produit pour des individus sert en fin de compte d'autres fins. Ça a toujours été plus ou moins comme ça, mais c'est plus ou moins visible, et je pense que les objets informatiques peuvent nous faire oublier, ou faire vraiment, je crois que vous avez tous rencontré beaucoup de jeunes qui ont vraiment cru que ça allait être plus simple, plus transparent, plus juste.
Voilà pour faire un petit détour par Parcoursup qui nous a préoccupés. Les CIO, j'en ai déjà parlé. La question est complexe. Une loi a été promulguée. Nous en attendons les effets. J'en reparlerai peut-être en discours de clôture. Ce que je voulais réaffirmer ici, c'est que notre association, quoi qu'il arrive, pense que la nécessité de se retrouver, la nécessité d'échanger, la nécessité de faire du collectif est une nécessité incontournable. Et que quoi qu'il arrive, l'ACOF sera là pour affirmer que cette nécessité est réelle et nécessaire, mais qu'en plus, si on nous supprime tout espace qui permettrait ces échanges, je le réaffirme, nous ferons tout pour que l'ACOF soit là et vous crée ces espaces en local. Mon temps de parole est presque terminé, hein, c'est ça? Je terminerai sur une information. L'année dernière, nous avions proposé un changement de nom de l'association dans le cadre de la création du corps des psychologues de l'éducation nationale. La proposition n'avait pas été validée, donc c'est vrai que toute l'année nous avons choisi de garder l'acronyme ACOF, mais pour plus de lisibilité par rapport à nos partenaires, par rapport à l'institution, etc., nous avons mis en sous-titre, mais comme une phrase, non pas comme un nom d'association, l'association des psychologues de l'éducation nationale, éducation, développement, conseil en orientation scolaire et professionnelle. Nous avons remis cette question du changement de nom à l'ordre du jour de notre assemblée générale d'hier. Voilà. Donc il y a eu plus de 80 votants, 81. Alors j'ai demandé à Lydia Derel, la secrétaire générale, de m'envoyer pour que ça soit écrit. Donc elle m'a envoyé par SMS. C'est ça, tout à l'heure, quand vous voyez faire le signe, en fait, je lui ai demandé de m'envoyer un SMS. C'est ça le 2.0. Et je ne le recevais pas tout de suite, donc le 2.0, je faisais des signes pour que ça marche. On va voir des pigeons tout à l'heure. On va voir des pigeons. Alors, je vais vous donner les résultats, parce qu'en fait, je ne les ai pas demandés. J'ai passé ma soirée tranquille et ma nuit tranquille. Je ne voulais pas avoir à y réfléchir, en fait, en tant que présidente. Voilà. Donc, 81 votants. Il y avait 2 propositions de nom. Le nom qui a reçu le plus de suffrages, donc on vous redonnera plus précisément les résultats. Il y a eu 60 votes pour le nom que je vais vous donner, 14 pour le deuxième, et il y a eu 7 nuls. 7 bulletins nuls. Donc l'association s'appellera désormais l'Association des psychologues et de la psychologie dans l'éducation nationale, éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. C'est le nom. Maintenant, on est dans une situation où ce nom, on a voulu aller jusqu'au bout du processus démocratique. Ce nom peut donner plusieurs acronymes. Un acronyme, je le redéfinis pour ceux qui ne seraient pas familiers, ça peut être soit les initiales, soit des morceaux, des mots qui composent une expression et qui ensuite vont se prononcer comme un mot. C'est-à-dire, ACOF, ça se prononce comme un mot. On ne dit pas des initiales. Donc, ce qu'on va vous proposer pendant la suite de nos journées d'études, c'est, mais là pour le coup, à tous nos adhérents, donc y compris ceux qui n'ont pas pu être là hier à l'AG, de voter entre différents acronymes possibles. Voilà. Mais le nom sera bien celui-là. Le nom de l'association sera bien celui-là. Après, ça peut se décliner en plusieurs acronymes. Il y a plusieurs possibilités et le choix est entre vos mains. Je vais donc le clore sur ces résultats. Encore merci d'être là. Pour tous vos collègues qui n'ont pas pu venir, rappelez-leur que les vidéos seront sur la chaîne YouTube. Et puis, bonne JL2, bonne journée nationale d'études, et soyez tous connectés.